Et là, c'est un peu le monde qui s'écroule, quoi, parce qu'on se demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais devenir en fait, qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi le mot endométriose en fait ruine ma vie, que ce soit de l'intérieur et maintenant de l'extérieur en fait. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Anaïs. Bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. On va parler de ton parcours et de ta santé. Est-ce que tu peux un peu me raconter, 10-11 ans, quelle est ta vie ? À 10-11 ans, je finis mon année de CM2. Ouais. Je pars en colonie de vacances en Angleterre. Et arrivent mes premières règles. À 11 ans ? À 11 ans. Ok, c'est très tôt. Et je ne savais pas ce qui m'attendait derrière, en fait. Tu savais ce que c'était les règles ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je savais. Et, j'avais... dans ma famille, j'avais des femmes. Donc forcément, on sait qu'un jour, on va être menstrué, comme toutes les femmes. Et... sauf que je ne savais pas ce qui m'attendait. Je pensais que les règles, c'était juste des pertes de sang une fois par mois et ça s'arrêtait là. Sauf que j'ai très vite découvert ce qu'on appelle l'envers du décor, en fait. Des règles très vite abondantes, très vite douloureuses. Et arrive un premier séjour aux urgences, un deuxième. Attends, excuse-moi, mais... donc tes parents... Donc ça veut dire que tes parents te disent pas c'est normal, les règles ça fait mal, ou t'es prise au sérieux, t'es emmenée aux urgences quoi parce que t'as des douleurs atroces. Alors oui, en fait ma mère comprend très vite que j'ai des règles qui ne sont pas normales parce que je souffre beaucoup. Ouais. Et je perds beaucoup de sang, mais anormalement. C'est-à-dire que j'en arrive des fois à attacher mon lit quand je dors. Sauf que très jeune en fait les médecins disent à ma maman que de toute façon, les premières règles sont très souvent abondantes, douloureuses. Il faut le temps que le cycle se fasse. Donc, on attend, sauf que les mois passent, les années passent. Et ça s'accentue. Ça ne s'apaise pas, que ce soit en termes de douleur et en termes d'intensité, de flux. C'est toujours très abondant. Et du coup, ma mère m'emmène plutôt, m'accompagne voir un premier gynécologue, qui est le gynécologue qui m'a mise au monde. Et on lui explique qu'il y a des règles anormales, abondantes, douloureuses. Et le schéma se répète, c'est-à-dire qu'on nous répète que les premières règles doivent se mettre en place, que c'est douloureux, que la douleur, elle peut être normale. Alors que faut arrêter de banaliser la douleur. La douleur est loin d'être normale. Hein. Avoir mal, ce n'est pas normal. Oui, ça passe pas avec un Doliprane, c'est pas normal, quoi. C'est ça. Et il y a une intensité qui, quand ça passe le raisonnable, au bout d'un moment, c'est pas normal. Et de là s'ensuivent du coup des séjours aux urgences. Sauf que aux urgences, en fait, le schéma se répète également aux urgences parce qu'on nous demande est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels, est-ce qu'il y a d'autres symptômes. On nous fait passer du coup la batterie, test de grossesse, analyse urinaire, les prises de sang, les échographies. Et en fait, on ne voit jamais rien, que ce soit dans les prises de sang, aux échographies. Et du coup, on remet ça sur le compte du stress, sur l'angoisse de l'école. Alors, j'étais une petite fille angoissée. J'ai toujours eu un tempérament d'enfant stressé, d'enfant angoissé, mais pour autant, c'est un peu trop facile pour moi de remettre ce genre de choses sur un tempérament d'enfant angoissé. Et il y a un événement vers tes 13-14 ans. Alors oui, vers mes 13 ans, je dirais, je me retrouve pendant une semaine à ne plus pouvoir manger,
à avoir des difficultés à marcher, à être pliée de douleur. C'est-à-dire que à peine on touchait mon ventre, j'étais très douloureuse. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mes parents ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Ils pensaient que j'étais encore une nouvelle fois angoissée par l'école, alors que là, pour le coup, c'était les vacances scolaires. Donc, il n'y avait pas de raison d'être angoissée. Et puis, arrive un soir où vraiment, je ne peux plus manger. Je me tords de douleur. Le lendemain, je me réveille le matin et je vais aux toilettes comme tous les matins. Mon rituel, c'est de me lever et d'aller aux toilettes. Et sauf que là, je sens que quelque chose n'est pas normal du tout. Et en fait, j'arrive aux toilettes et je sens que j'expulse quelque chose dans ma serviette hygiénique. Okay. Mais quelque chose qui n'est pas normal. Et en fait, je me retrouve avec... c'est pas des perles de sang que je me retrouve, c'est avec une pierre de sang. Je me retrouve avec un morceau... ça ressemble à de la cervelle, en fait. J'avais l'impression que quelque chose de moi était sorti par mon utérus. Perdu un organe, quoi. Exactement. Et en fait, ma maman a ce réflexe d'emporter dans un tupperware cette chose que j'avais expulsée et de m'emmener tout de suite aux urgences, en fait. Parce que je me tordais de douleur, j'avais l'impression... Enfin, je me voyais crever, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, je me voyais crever. Et on arrive aux urgences, forcément, je passe en priorité. Et je me retrouve dans une salle à me faire littéralement travailler par les internes qui voulaient en fait juste me faire cracher le morceau de j'ai une relation sexuelle et je suis en train de faire une fausse couche. Alors que c'était absolument pas le cas. J'ai 13 ans, j'ai eu aucun rapport sexuel. Je ne sais même pas ce qu'est une vie sexuelle. À 13 ans, très clairement, à 13 ans, on est une enfant. Et en fait, je me fais travailler comme ça pendant des minutes et des minutes loin de ma maman, du coup, parce qu'on fait sortir ma mère de la pièce et je me retrouve toute seule face à une équipe médicale qui, en fait, a envie de me faire cracher un morceau de quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, en fait. Et entre-temps, ils arrivent à détacher un gynécologue de garde dans cet hôpital qui descend et qui lit le dossier, qui m'ausculte, qui analyse du coup ce que j'ai expulsé de mon utérus. Et en fait, il remonte les bretelles, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, il remonte les bretelles aux internes devant moi, allongés sur le brancard, en leur expliquant que ce que je viens de vivre, c'est l'expulsion de l'intégralité de mes règles en une seule fois. Et ça s'appelle une caduque. Et en fait, il explique aux internes que je viens de vivre les douleurs, les contractions d'une femme qui est en train d'accoucher. Et puis là, il n'y a plus un mot dans la pièce, en fait. Parce que les internes se sentent, je pense, mal à l'aise. En tout cas, dans leur regard, c'est ce qu'on peut lire. Et là, je comprends très vite que ce qui m'arrive n'est pas normal. Et je me demande ce qui m'attend, en fait. Quelle est la suite? Donc, on va me garder à l'hôpital, on me prescrit des antalgiques. Et je repars chez moi, comme si de rien n'était. Et tu te reposes chez toi? Tu fais quoi? Tu retournes à l'école? Alors, c'est les vacances scolaires, donc je sais même pas si on peut appeler ça une chance, mais disons que à chaque fois que des choses me sont arrivées, à chaque fois, il y a un timing précis dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je rentre chez moi. Mes vacances scolaires sont un peu gâchées du coup par cet événement. Et en fait, j'ai 13 ans et en fait, je pense que j'ai pas encore conscience de la vie qui m'attend derrière et qu'en fait c'était juste le début de la fin de quelque chose et en fait voilà, c'est le début des ennuis avec quelque chose que je ne connais pas. Ton adolescence est jalonnée comme ça d'épisodes de douleur? J'ai une adolescence qui est rythmée par la douleur, en fait. De si loin que je me souvienne, j'ai toujours eu mal au ventre. Je me suis toujours plaint d'avoir mal au ventre. J'ai toujours eu des douleurs, des symptômes qui s'accentuent avec les années, au fil de ma croissance aussi, parce que quand on a 11 ans, on est encore en pleine croissance. Et en fait, les douleurs rythment mon quotidien, rythment ma vie, et en fait, aussi bien que je m'en accommode, et que pour moi, la douleur devient normale dans ma vie. Et en fait, les symptômes
s'accentue avec des troubles urinaires qui apparaissent, des envies très fréquentes d'aller uriner. J'ai le ventre constamment gonflé, qui est très dur, très inconfortable, douloureux. Et puis en fait arrive mes 16 ans, donc je suis jeune lycéenne. Je vis ma vie d'adolescente au lycée tout simplement et je rentre des cours le soir, je fais mon dîner et je sais pas pourquoi, je vais m'allonger dans mon lit pour textoter avec mes copines, voilà, sur les réseaux sociaux, parler avec mes copines et arrive une douleur fulgurante. Je suis prise mais d'une douleur qui était hors du commun et en fait je comprends qu'il m'arrive encore quelque chose d'anormal et en fait je me tords de douleur au point que j'arrive plus à me lever de mon lit. Donc j'appelle à l'aide et mon papa vient me voir, me demande qu'est-ce qui m'arrive en fait et je lui explique clairement que j'ai des douleurs atroces. Pourtant, je n'ai pas mes règles. Donc on me donne du Spasfon histoire de se dire ça va probablement passer. Sauf que ça ne passe pas. Ma maman rentre de réunion ce soir-là et elle prend la mesure de la situation, me propose déjà d'attendre de passer la nuit, voir comment ça évolue. Sauf que la nuit, je la passe mais très difficilement et le lendemain matin, elle arrive à avoir un rendez-vous au cabinet médical de notre ville assez rapidement. Je suis auscultée du coup par notre médecin traitant qui lui ne comprend pas parce que à peine on me touche le ventre, je saute de douleur. Donc lui, ni une ni deux, il nous envoie tout de suite aux urgences parce qu'il comprend très vite qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et arrivé aux urgences, c'est le schéma qui se répète que j'ai connu déjà toute mon adolescence, c'est-à-dire test de grossesse, analyse d'urine, prise de sang, échographie. Sauf qu'on ne voit rien et je me tords de douleur à tel point que je suis baladée de service en service en fauteuil roulant parce que je ne peux plus marcher. Et donc on me fait passer scanner, IRM et on se rend compte qu'en fait j'arrive trop tard parce qu'en fait je venais de faire une rupture de kyste sur un ovaire et j'étais en pleine hémorragie interne. Donc on me garde à l'hôpital, j'ai dû y rester une semaine en fait. J'ai été hospitalisée parce que forcément il fallait qu'on me surveille tout simplement parce que j'ai des CRP qui ont grimpé au plafond, si on peut dire ça comme ça. Et donc, j'ai 16 ans et je fais une rupture de kyste sur ovaire. Bien évidemment, au bout d'une semaine, je sors de l'hôpital. À l'hôpital, on me propose tout de suite de retourner à l'école comme si de rien n'était. Sauf que je m'en sentais tellement pas capable physiquement, en fait. J'étais complètement vidée dans tous les sens du terme parce qu'en fait, l'hémorragie interne, après, elle sort. Et après, c'est des litres et des litres de sang que je perdais. Donc, j'étais anémiée, j'étais épuisée. Et notre médecin de famille, qui est un ami de la famille, est venu me voir tout de suite chez moi, en fait, à ma sortie de l'hôpital, et a préconisé un repos et de ne surtout pas retourner au lycée dès le lendemain, en fait. Donc, en parallèle de ça, on revoit mon gynécologue. Mon gynécologue, pareil, qui m'explique que ça arrive, les ruptures de kyste sur ovaire, mais que ça arrive plus à des femmes qui ont déjà une quarantaine d'années, que c'est relativement rare que ça arrive à des jeunes filles de mon âge, qui ont, en l'occurrence, 16 ans. Et la vie continue. La vie reprend, plutôt. Et j'ai toujours des règles abondantes, j'ai toujours des règles douloureuses. Il faut savoir que dès l'âge de 13 ans, on m'a mis sous pilule pour essayer de réguler justement ces règles. Et je continue de prendre cette pilule durant toute mon adolescence. Je change plusieurs fois de pilule. Je change plusieurs fois de dosage parce que chaque pilule a un dosage différent. Et pour autant, rien ne s'améliore. Et les symptômes continuent de s'accentuer et d'autres apparaissent. C'est-à-dire que je commence à avoir des troubles digestifs, à avoir une fatigue chronique qui m'assomme au quotidien. Et ces troubles urinaires qui s'intensifient également avec
plusieurs levées la nuit pour aller aux toilettes. Et en fait, j'arrive à ma vie d'adulte. On me pose un stérilet parce que je prends la décision de vouloir revenir au naturel. Et je pense que ça a été juste la pire décision de ma vie, en fait. Parce que j'arrête toutes les hormones. Et je demande un stérilet sans hormones, justement. Qu'on me pose, hein. On me le pose parce que c'est mon choix et qu'on respecte mon choix. Donc, je fais ce rendez-vous gynéco avec ma pose de stérilet. La pose me fait mal. On m'avait prévenu que j'aurais des contractions utérines à la pose. Alors, pour le moment, ça va. Les premiers jours se passent avec des douleurs qui se gèrent. Et je passe 1 mois, 2 mois. On m'avait prévenu que mes règles seraient davantage abondantes avec un stérilet sans hormones. Et en fait, au bout de 3 mois, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe parce que je me retrouve à avoir des douleurs. Si un mot plus fort que douleur existait, ce serait ce mot-là. En fait, je suis en train de creuser ma tombe. En fait, je suis en train de creuser ma tombe parce que je me vide de mon sang et je baigne littéralement dans mon sang. Je crève de douleur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et les douleurs ne se gèrent même plus avec des antalgiques, avec tout ce que je peux avoir chez moi. Sauf qu'on est dimanche. Et j'essaye de faire mon petit train-train quotidien, mais de faire des choses du quotidien, éventuellement mon ménage, ranger quelque chose dans mon appartement. Et je prends la voiture. Là, c'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à une femme. Je tâche mon siège de voiture tellement je saigne, en fait. Ça a transpercé mon tampon et ma serviette hygiénique. Et je comprends que ce qui m'arrive, c'est encore une fois pas normal. Et je me dis que c'est juste une fois de plus, encore une fois. Et j'essaye de tenir la journée à serrer les dents, sauf que c'est une journée où, en fait, j'ai tellement mal que je pleure du matin au soir de douleur. Et j'arrive aux urgences de nuit, du coup, parce que je tiens la journée, mais arrivé le soir, je me rends compte que je vais pas pouvoir dormir comme ça. J'arrive aux urgences de nuit. Forcément, à côté de chez nous, c'est des petites urgences, donc pas forcément toutes les équipes médicales sur place. Le vigile appelle la gynécologue de garde cette nuit-là. J'insiste sur le fait que ce soit une femme, parce que je me suis dit, waouh, la solidarité féminine, elle est belle. Et j'ai cette femme au téléphone, je lui explique que on m'a posé un stérilet sans hormones, que ça fait quelques mois que je l'ai et que là, mon état se dégrade, que je saigne très anormalement et très abondamment, que j'ai des douleurs qui dépassent le 10 de l'échelle des douleurs et que j'ai besoin d'aide parce que rien ne me soulage, en fait. Et cette femme qui dormait, en fait, on l'a réveillée et elle a juste une question, me demande si je suis enceinte. Je lui réponds que non. Et sa seule réponse, c'est de me dire, dans ce cas-là, vous n'êtes pas un cas d'urgence, rentrez chez vous et revenez demain. Et en fait, je me retrouve seule, face à ma douleur, face à ma détresse. Et je rentre chez moi. Et sans rien, sans l'aide d'une femme, sans l'aide d'un gynécologue, sans l'aide d'un médecin, en fait. Et donc, je rentre chez moi et le lendemain, j'arrive à voir le secrétariat de mon gynécologue de l'époque, qui bien évidemment me place un rendez-vous entre 2 patientes pour retirer ce stérilet, en fait. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais en fait, le stérilet s'est déplacé, le stérilet est tombé, ou il y a un souci, c'est pas possible que je crève de douleur comme ça, que je saigne autant, il y a un souci. Et en fait, au moment du retrait du stérilet, au-delà de la douleur qui est indescriptible, mon gynéco me dit que le stérilet était bien en place, qu'il était bien placé, et qu'il y a des femmes qui tout simplement ne supportent pas le stérilet. Donc, retour case départ et retour à la pilule. Arrive le confinement. C'est ça. Donc, je passe ma majorité, j'emménage avec mon compagnon, et en 2020, on nous confine. Le premier confinement est annoncé par Monsieur Macron. Et
Et en fait, ça devient très vite anxiogène parce que déjà le Covid lui-même était anxiogène. Et en fait, je me retrouve du coup dans mon 40 mètres carrés avec mon compagnon. On est chez nous. Le début du confinement se passe, je pense comme pour tout le monde, il se passe en fait. Il se passe et on tourne très vite en rond. Et ça tourne très vite en rond dans mon ventre aussi. Au final, je me rends compte que j'ai des douleurs qui surviennent, que je n'ai pas forcément l'habitude de ressentir. J'ai des troubles digestifs, mais qui s'intensifient très anormalement aussi. J'ai mes règles, de toute façon, depuis toujours, elles ont été abondantes et douloureuses, donc j'y pense même plus au final. Et en fait, les jours passent. La situation du Covid, ma situation professionnelle, tout ça devient très anxiogène. Et au début, je pense que je développe des douleurs liées au stress. Parce qu'en fait, oui, j'ai des douleurs qui sont très diffuses dans le ventre, qui sont pas que pelviennes, qui remontent. Je commence à avoir des douleurs dans l'épaule droite, des douleurs qui descendent dans les jambes. Et je suis, épuisée. J'ai une fatigue qui ne me quitte pas et je suis complètement à côté de moi en fait. J'ai l'impression de ne plus être moi-même en fait. Et je suis assommée de douleur. Sauf que je me réveille un matin et l'histoire se répète, je ne peux plus marcher tellement j'ai mal. Je suis tordue de douleur, pliée, recroquevillée sur moi-même. Et en fait, je me dis non, c'est juste pas le moment. C'est pas le moment parce que on est confinés déjà de une. De deux, les hôpitaux ne sont absolument pas accessibles pour des douleurs de ventre. En fait, pour moi, je suis absolument pas légitime à ce moment-là. Il y a des gens qui sont en train de mourir du Covid et moi, j'ai pas ma place à l'hôpital à ce moment-là. Et en fait, mon compagnon m'emmène un peu malgré moi aux urgences parce que clairement, on peut pas me laisser comme ça. Je n'arrive même plus à manger encore une fois. Et il t'accueille comment alors ? Alors, je suis accueillie comme à la télé, par des gens en combinaison, masqués, lunettes. On me sépare très vite de mon compagnon parce qu'on a le droit à aucun accompagnant, forcément, crise sanitaire oblige. Donc, je me retrouve face à deux femmes dans une petite pièce masquée et on me demande ce qui m'arrive. Donc, j'explique mes douleurs, j'explique mes symptômes et on me demande un petit peu mes antécédents, mes premières règles, comment je les décris. J'explique du coup les épisodes qui me sont arrivés durant mon adolescence. On note tout ça du coup sur l'ordinateur. Et très vite, on me place en fauteuil roulant et on demande à mon compagnon de me monter aux urgences gynécologiques. J'arrive aux urgences gynéco et on explique à mon compagnon qu'il va falloir me laisser seule, que lui doit partir parce que la crise sanitaire l'impose en fait. Donc j'attends et je me retrouve avec des internes en fait qui me font la batterie que je connais par cœur au final, prise de sang, analyse d'urine, on me prend la tension et on me fait une écho endovaginale. Bien évidemment, tout ça ressort négatif. J'ai rien nulle part. Ma prise de sang est normale, l'échographie est normale, les urines sont normales. Du coup, on me fait ressortir au bout de plus de 2 heures avec une ordonnance de Spasfon Doliprane. Et bonne journée, madame. Du coup, un peu dépitée, je rentre chez nous. Et en fait, je passe même pas 48 heures. C'est-à-dire que je ne passe même pas 48 heures tant je souffre. Et pourtant, Dieu sait que la douleur, ça me connaît et que je sais résister. Sauf que quand j'arrive dans des moments comme ça où je ne peux plus résister, je sais que quelque chose ne va pas. Et je comprends que mon corps veut me dire quelque chose, qu'il y a une alerte en fait, qu'il y a une alarme qui est enclenchée, mais je ne sais pas où. Et en fait, on me ramène aux urgences. Du coup, mon compagnon me ramène aux urgences et je me retrouve encore face à deux femmes et je leur dis, écoutez, si en gynéco on n'a rien trouvé, peut-être que mon problème il est gastro au final. Parce qu'en fait, il y a 2 ans de ça, on m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable.
Donc peut-être qu'au final, mon problème, il est pas gynéco. Et en fait, j'ai l'impression de devenir folle parce que chez la femme, les organes sont tellement collés. En fait, les parties, ce qui est organes reproducteurs, c'est collé aux organes gastro en fait. Donc au final, je sais plus si j'ai mal aux ovaires, si j'ai mal à l'utérus, si j'ai mal aux intestins. Je sais plus parce que les questions qu'on me pose sont tellement toujours les mêmes, sont tellement redondantes, les examens sont toujours les mêmes. En fait, j'en suis à me demander où est-ce que j'ai mal et où se situe le problème. Et du coup, on m'explique que, étant donné que je suis une femme, on est obligé de me retransférer aux urgences gynéco. Et donc, en fait, l'histoire se répète. Sauf que cette fois, on me met un petit peu de codéine en ordonnance. Parce que forcément, on me remet encore une sonde en endovaginal. Je compte même plus le nombre d'échographies endovaginales que j'ai subies. Et cette fois, on essaye de farfouiller un peu plus sur l'ovaire droit, sur l'ovaire gauche. Et en fait, il y a toujours rien. Donc, forcément, à part me donner un peu plus fort, on va dire, pour apaiser mes douleurs, cette fois, ce sera de la codéine et bon courage, quoi. Et donc, quand tu sors de cette ce deuxième séjour. Passage, le deuxième séjour, pardon. T'as une idée et il y a une scène un peu rocambolesque avec ton médecin de famille. C'est ça. En fait, on a un médecin qui est devenu un ami de la famille, en fait. Et c'est lui que j'appelle au secours parce que il y a qu'en lui que j'ai confiance et je sais pas pourquoi, je suis persuadée que lui va pouvoir m'aider. Et en fait, c'est le cas. Donc, il me propose de venir à son cabinet au moment du premier déconfinement parce que du coup, cet épisode concorde sur la fin du confinement et le premier déconfinement. Donc, il me propose forcément de venir le voir entre deux patients parce que premier déconfinement, tous les cabinets sont bondés, les gens se ruent sur les rendez-vous médicaux. Et donc, il me reçoit avec mon compagnon. Il m'ausculte. Et il regarde du coup un peu les papiers de mes 2 séjours aux urgences précédents. Et en fait, il comprend qu'il y a une situation d'urgence, que quelque chose ne va pas et que c'est impossible de me laisser dans cet état. C'est juste impossible. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle déjà ses contacts qu'il a dans les hôpitaux à côté, jusqu'aux hôpitaux parisiens. Ouais. Parce que pour lui, il fallait absolument passer en urgence un scanner ou une IRM. Donc en fait, sa priorité, c'était de trouver quelqu'un qui puisse me prendre en charge sur un scanner ou une IRM. Sauf qu'en fait, on sort de confinement et les hôpitaux sont pris d'assaut. Les appareils d'imagerie sont pris d'assaut aussi. Donc il comprend très vite qu'on arrive dans une galère sans nom. Et lui, pour lui, il essaye de prendre la piste aussi gastro, dans le doute. Donc, il appelle un ami à lui qui est gastro-entérologue, qui, pareil, est prisé suite au déconfinement. Il lui explique ma situation. Ce gastro-entérologue lui propose de me recevoir dans les minutes qui suivent, le temps que je fasse le trajet pour arriver à son cabinet. Et il me reçoit, en effet, entre 2 patients. Je me sens privilégiée parce que je me dis que des gens attendent depuis des heures, voire des mois, des rendez-vous. Et il me reçoit dans son cabinet, il m'ausculte, comprend que j'ai un ventre extrêmement douloureux. Et il m'explique qu'on va suivre un schéma bien particulier, qu'on va balayer en fait tout. Donc je ressors de son cabinet avec une ordonnance longue comme le bras pour une analyse de sang. On passe par une analyse des selles, analyse d'urine. Et pour l'instant, on s'en tient à ça. Puis on se revoit suite à ces analyses-là. Et alors, qu'est-ce qu'il trouve ? Pour l'instant, pas grand-chose. Pour ne pas dire rien d'ailleurs. Donc, la semaine qui suit, il me fait passer au bloc opératoire pour une fibroscopie et une coloscopie en fait. Donc, on fait cet examen-là qui révèle une petite hernie hiatale, mais qui est vraiment très minime. Et comme il m'explique, c'est impossible
qu'une si petite hernie puisse me déclencher de tels symptômes et de telles douleurs. Donc il décide de creuser encore plus et il me fait passer une entéro-IRM. C'est pour voir le dernier intestin qui n'est pas visible en fait à la coloscopie. À l'entéro-IRM, rien ne ressort. Rien ne ressort. Et donc je me retrouve dans son cabinet suite à tous ces examens qu'on a passés en l'espace de 2 semaines. Et il m'explique que pour lui, au niveau gastro, c'est impossible que ce soit le syndrome de l'intestin irritable que j'ai depuis déjà quelques années qui me fasse autant souffrir avec tous ces symptômes-là. C'est impossible qu'une petite hernie hiatale déclenche de telles choses également. Et il décide de rédiger un courrier à destination de mon gynécologue de l'époque. Et en fait, il m'explique que pour lui, il est quasiment sûr qu'il s'agit d'une endométriose. Et c'est la première fois de ma vie qu'on me prononce ce mot-là. Et moi, la problématique, c'est que je ne connais pas l'endométriose, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je lui fais confiance et je retourne voir ce gynécologue qui est un autre gynécologue, parce qu'entre-temps, j'ai changé déjà 3 fois de gynécologue. Et je lui montre ce courrier-là, et en fait, il rit jaune, en fait. Il me regarde et me dit, mais... Il dit, c'est pas possible. Il m'a dit, venez voir. Il m'allonge, en fait, sur sa table d'auscultation, et me fait une échographie endovaginale, encore une fois. Et il me montre son écran, il me tourne son écran, et il me dit, voyez, il y a rien. Il y a pas d'endométriose. Vous n'avez rien. Et moi, en fait, comme je ne savais pas ce qu'était l'endométriose, il peut me montrer son écran. Moi, Oui, ça te parle pas. Voilà. Pour moi, c'est pas, ça me parle pas du tout. Et il me dit, mais si ça peut vous rassurer, si ça vous fait plaisir, je vous fais une ordonnance et vous allez faire une IRM. Si ça vous fait plaisir, qu'est-ce que c'est condescendant? Voilà. Donc, de toute façon, je joue le jeu. Ça fait je ne sais combien d'années, et là, ça faisait je ne sais combien de semaines que j'étais dans un état mais pitoyable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que autant aller au bout des choses, en fait. Donc je prends son ordonnance, sauf que, en fait, j'ai vite compris que si je m'adressais pas aux bonnes personnes, et ben en fait, le schéma allait encore se répéter, et j'allais encore retomber dans cette espèce de serpent qui se mord la queue au final, parce que c'était sans fin. Et donc tu fais quoi? Donc je lui demande où aller passer cette IRM. Donc j'habite en région parisienne et il m'indique le centre d'IRM Bachaumont à Paris, qui est un centre d'imagerie de la femme. Et il me dit, vous n'avez qu'à aller là-bas. Donc ni une ni deux, je sors de son cabinet avec cette ordonnance et j'appelle ce centre IRM. Et je leur explique que j'ai besoin d'un rendez-vous pour une IRM pelvienne avec une recherche d'endométriose. Et par une chance mais inouïe, parce que faut savoir qu'on est en plein déconfinement à Paris, et j'ai un rendez-vous dans quelques semaines en fait. Et du coup, on est au mois de juillet 2020. Et je me retrouve à Paris, du coup, au centre IRM Bachaumont, toute seule, parce que confinement, non. Crise sanitaire oblige. La crise sanitaire oblige d'être seule, d'être masquée et de ne pas être accompagnée. Donc, je me retrouve encore une fois seule face à tout ça. Et je passe cette IRM avec cette radiologue. Et je me retrouve dans son bureau suite à cette IRM. Et on me pose le diagnostic d'une endométriose profonde. Et là... T'as qu'une envie, c'est de retourner voir le gynéco pour lui mettre sous le nez, non? Évidemment. Évidemment, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok. Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'en fait, l'endométriose, je l'avais entendu peut-être 1 ou 2 fois à la télé avec les personnalités comme Enora Malagré et Laetitia Milo. Et pour autant, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était un vilain truc. On me filait un traitement et salut, quoi. Sauf qu'en fait, c'était que le début d'une nouvelle galère, en fait. Parce qu'avec l'endométriose, en fait, il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après diagnostic. Et là, j'étais à l'étape du pendant. Et en fait, je demande à cette femme, je lui dis, mais qu'est-ce que je dois faire?
Et elle me répond qu'elle est radiologue, qu'elle est pas médecin. Et qu'il va falloir que je retourne voir mon gynécologue dans tous les cas parce qu'il va falloir mettre des choses en œuvre. Et il faut savoir que sur ce diagnostic, on me diagnostique une endométriose profonde avec l'atteinte du torus et des ligaments hétérosacrés. Et ça s'arrêtait là, en fait, sur le diagnostic. Du moins sur ce qu'on voyait à l'imagerie. Et donc, je retourne voir ce gynéco, tout en sachant que c'était la dernière fois que je le verrais, mais c'était juste histoire de lui expliquer qu'en effet, il était passé à côté de quelque chose. Et donc, je lui mets ce compte-rendu IRM sous les yeux. Et il me répond « Ah ». Et je lui dis donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on me diagnostique de l'endométriose et là, il va falloir me donner des clés, en fait. Et donc, il me prescrit une énième pilule. Je ne compte même plus, j'ai même plus assez de mes 10 doigts de la main pour compter le nombre de pilules que j'ai eues dans ma vie. Et il m'explique qu'on va changer de processus, que cette pilule, je vais la prendre pendant 3 mois, que je vais la prendre 3 mois d'affilée, et qu'ensuite je ferai une pause pour déclencher les règles, et ainsi de suite. Alors bon, je prends quand même son ordonnance, je lui dis au revoir, même si dans ma tête c'était un adieu, et en fait à ce moment-là, j'essaye de me réfugier un peu dans les réseaux sociaux, sur Internet, parce qu'en fait j'avais besoin de réponses à ce qu'était l'endométriose déjà. Et en fait, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc, je me réfère au site Internet des associations d'EndoFrance et d'EndoMind qui me permettent déjà d'apprendre ce qu'est l'endométriose. Parce qu'en fait, pendant 10 ans, on m'a répété que j'étais pas malade, que je n'avais rien, que tout allait bien, que j'étais juste angoissée. Et en fait, du jour au lendemain, on me fout sous le nez une maladie que je ne connais pas et je passe au statut de malade. On dira jamais assez combien ces associations font un travail fondamental. Mais totalement parce que en fait, au-delà de sensibiliser, d'informer, elles accompagnent. Bien sûr. Et moi, j'ai été accompagnée par une bénévole d'EndoFrance. Ouais. Parce qu'en fait, suite au fait que je me sois documentée, parce que j'ai acheté des livres, et j'ai beaucoup lu sur la maladie, j'ai beaucoup cherché. Et en fait, grâce à EndoFrance et EndoMind, j'ai compris que si je n'avais pas les bons spécialistes à mes côtés, je continuerais de foncer dans ce mur-là. Et en fait, de par mon vécu, de par ce que je ressens de mes douleurs, les crises d'endométriose que je fais, je comprends très vite que l'endométriose, en fait, c'est des montagnes russes. Et en fait, si je suis pas accompagnée dans ces montagnes russes, c'est fini pour moi. Donc, j'écris à EndoFrance. Je trouve un formulaire sur le site internet et j'appelle à l'aide, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. J'appelle à l'aide en expliquant qu'on vient de poser un diagnostic sur mes douleurs. Et que j'ai besoin qu'on m'aide à trouver des professionnels de santé qui sont spécialisés en endométriose. Et donc, une très gentille bénévole me répond en me communiquant en fait une liste de gynécologues, dans un premier temps, qui sont dans mon secteur. Et donc, je rencontre une gynécologue qui faisait partie de cette liste, qui étudie du coup un peu mon dossier, entre guillemets, et qui revoit un petit peu tout le processus de traitement, qui, elle, décide de bloquer totalement mes règles. Là, on n'est plus sur 3 mois de prise de pilule, on arrête. Là, radical, on coupe tout. Donc, on me met une nouvelle pilule. Et ça se passe pas bien. Parce qu'en fait, mon état continue de se dégrader. Donc, en plus de mes douleurs pelviennes, des crises digestives, des troubles urinaires, des douleurs qui descendent dans les jambes, des douleurs à l'épaule, j'ai le ventre qui continue d'être très gonflé et j'ai des douleurs pendant les rapports sexuels qui s'installent. C'est là que je me dis que
qu'en fait cette maladie elle continue, c'est pas possible en fait, elle s'installe de plus en plus en fait. Et donc on me dit ok, on arrête la pilule, on passe sur autre chose, donc je passe sur un premier traitement hormonal qui ne fait pas effet. Et en fait très vite on me donne des molécules qui sont censées me stabiliser déjà d'une part, mais d'autre part, c'est des molécules qui sont censées ne pas me faire saigner justement. Parce que ce qu'on cherche avec l'endométriose, c'est à tout prix d'éviter tout saignement. Et en fait, moi, ce qui se passe chez moi, en tout cas, c'est que je me mets à saigner. Et en fait, si personne ne m'aide à arrêter ces saignements, je peux saigner, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois. En continu. En continu. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, on est obligé de me donner un traitement bien particulier pour arrêter ces saignements. Et en fait, je vais comme ça d'un premier traitement hormonal à un second. On me passe sous colprone, sous ce traitement-là. Et en fait, rien n'y fait. Mon état continue de se dégrader. Je souffre. Et en fait, cette dame-là a la conscience d'esprit de m'expliquer qu'elle ne peut plus gérer mon cas parce que ça devient complexe, qu'elle a essayé tout ce qu'elle avait en son pouvoir pour stabiliser, sauf que rien n'y fait. Donc, elle me redirige vers un de ses confrères qui est chirurgien cancérologue et elle lui adresse du coup un courrier en lui expliquant mon cas, ce qui a été mis en place, ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, elle explique en parallèle le diagnostic que j'ai eu au mois de juillet 2020. Et donc, on arrive en 2021. On est... Tu as quel âge ? Je dois 24 ans. J'ai 24 ans à ce moment-là. J'ai 24 ans et je rencontre ce chirurgien cancérologue qui prend mon dossier en main, qui me demande mon consentement de m'ausculter, de faire un toucher vaginal, ça s'appelle. Et en fait, il m'ausculte à peine, qu'il comprend très vite que mon utérus est figé, en fait. Mon utérus ne répond même plus en termes de mouvement, c'est-à-dire que les lésions d'endométriose ont tellement bouffé, se sont tellement accaparées, en fait, ma partie pelvienne, mes ligaments hétérosacrés, que l'utérus ne bouge plus. Alors, on va peut-être raconter rapidement, parce que ce qui t'arrive ensuite est vertigineux, mais il y a 2 ou 3 étapes médicales. Sans rentrer dans le détail, dis-nous, dans les mois qui ont suivi, quelles ont été les grandes étapes médicales que tu as traversées ? Alors, dans les mois qui ont suivi, du coup, on m'a enclenché une première opération. Cette première opération a eu lieu pendant un confinement, encore une fois. Et en fait, on m'opère assez rapidement parce que mon état continue de se dégrader. À ma sortie de bloc, je me retrouve toujours seule, forcément, crise sanitaire. Et le chirurgien vient me voir dans ma chambre, qui m'explique que l'opération s'est bien passée en elle-même, mais qu'en fait, le diagnostic, du moins ce qui était visible à l'imagerie, n'était qu'une petite infime partie du réel. En fait, pendant l'opération, ils se sont rendus compte que l'endométriose était remontée jusqu'au diaphragme. Donc, les petites atteintes qui étaient visibles à l'imagerie, torus, ligaments hétérosacrés, et ben en fait, c'était diaphragme, le péritoine, la vessie, les ligaments hétérosacrés également, bien évidemment, et tout l'arrière de l'utérus. Donc, on m'a retiré un ligament hétérosacré lors de cette opération-là, parce qu'il n'était plus viable, tout simplement. Et je fais ma convalescence. Et en fait, au moment de rentrer chez moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait déjà pour mériter ça ? Et en fait, dans quelle merde je suis ? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait. Et en fait, les mois passent. Alors bon, je reprends le travail, bien évidemment. À ce moment-là, je travaille dans le commerce. Donc, c'est un peu compliqué. Et les mois passent.
Et là, tu retournes voir ton médecin. C'est ça, parce qu'en fait, ça fait même pas 1 an que je suis opérée et des crises réapparaissent, des douleurs réapparaissent, malgré du coup les traitements hormonaux en continu. Je recommence à saigner, chose que je ne devrais pas faire. J'ai des douleurs qui reviennent et qui s'accentuent. Et là, j'ai des douleurs qui réapparaissent, ou plutôt qui apparaissent. Je fais connaissance avec ces douleurs-là, qui apparaissent dans toute la partie du bassin. Et en fait, j'ai littéralement l'impression qu'on fout le feu à toute cette partie pelvienne, lombaire. Ça devient très très compliqué à gérer. Ton médecin te dit quoi alors ? Je retourne voir mon gynécologue en premier lieu. Parce qu'il faut savoir que du coup, suite à cette première opération, j'ai changé de gynécologue. Et celui-ci me dit qu'en effet, il y a un souci. Il a peur déjà d'une tumeur bénigne ou maligne parce qu'en effet, je saigne très abondamment et j'ai des douleurs très anormales. Donc, je subis une hystéroscopie. Ça consiste en fait à introduire une caméra dans l'utérus pour vérifier l'état intérieur. Tout va bien, à l'intérieur en tout cas. Et il me redirige tout de suite vers mon chirurgien en fait, oui. en m'expliquant que lui, à son niveau, il peut pas prendre la décision d'opérer ou autre. Donc ce qu'il me fait, c'est qu'il me prescrit une IRM de contrôle pour voir s'il n'y a rien et me demande de retourner voir le chirurgien suite à cette IRM. Et je me retrouve en banlieue parisienne à faire cette IRM de contrôle qui ressort avec un compte rendu où il y a écrit IRM normale, rien à signaler. Et en fait, je ressors un peu dépitée de ce compte rendu qui n'en est même pas un au final. Hein. Et en fait, je pars un peu défaitiste et je me dis bon, c'est dans ma tête, c'est moi, c'est pas grave. C'est des douleurs qui probablement sont dues à la fatigue, au stress, au travail. Et en fait, à ce moment-là, je comprends pas encore que déjà, j'ai vécu 10 ans d'errance médicale. Et là, je replonge dans une nouvelle errance médicale, en fait. Et en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Et je sais pas par quel moyen je me fous un coup de pied au cul et je me dis, mais tu vas pas abandonner, c'est pas possible. Et je tombe sur le site Deuxième Avis, qui est en fait un site internet qui permet d'être mis en relation avec des spécialistes par pathologie, en fait. Et moi, je demande une relecture d'images de cette IRM que je venais de passer. Et mon dossier atterrit à l'hôpital Pompidou, avec un super docteur radiologue qui aujourd'hui me suit toujours. Et il relit ces images et il pose le diagnostic d'une récidive d'endométriose avec les atteintes opérées, mais surtout des lésions évolutives sur d'autres organes. Et en fait, je me rends compte que il y a une réelle importance de consulter des professionnels, que ce soit en radiologue, donc des professionnels en imagerie, que pour être suivi, parce qu'au final, si on ne tombe pas sur de vrais spécialistes de la pathologie, on passe à côté de choses fondamentales. On passe à côté de tout. Et en fait, moi, ce qui se passe dans mon corps, c'est qu'en fait, la maladie gagne du terrain, non pas d'année en année, mais de mois en mois. Et du coup, je retourne très vite voir mon chirurgien qui m'a opéré. Il est très étonné de me revoir parce qu'il me confie que quand il opère une femme d'endométriose, il ne la revoit plus. Que pour lui, les femmes opérées, c'est réglé. C'est réglé. Donc, il te réopère. Donc, je me retrouve très vite opérée pour la seconde fois. Et en fait, durant cette intervention, on se rend compte que j'ai fait une descente d'organes. L'endométriose a tellement été puissante, a tellement été lourde qu'elle a fait descendre mon utérus. Et mon utérus, en fait, s'est retourné sous le poids des lésions. Donc en fait, ils sont face à une situation un peu inédite. Et on est obligé de me refaire... donc, non seulement de me réopérer, mais de pratiquer une hystéropexie, c'est-à-dire de me refixer mon utérus. On me retire mon deuxième ligament hétérosacré parce qu'il n'est pas viable non plus, donc je n'ai plus de ligament hétérosacré.
on me fait une résection du cul-de-sac recto-utérin, une résection du cul-de-sac vésico-utérin. L'endométriose est repartie, mais fois 1000 en fait, elle a récidivé, mais encore plus forte qu'elle ne l'était au début. C'est-à-dire que mon stade était encore plus avancé qu'à la première opération. En quelques mois, elle a gagné plus de terrain qu'en 10 ans. C'est insupportable. Et en fait, quand je me réveille de cette opération, on me retire ma sonde urinaire. Et en fait, le chirurgien m'explique qu'en gros, j'ai 2 solutions. C'est soit je fais un enfant, soit je me fais piquer en injection de ménopause artificielle. C'est la seule solution. Il m'explique aussi qu'il faut apprendre de ses erreurs, qu'il ne pensait pas que c'était possible, du coup, de récidiver aussi rapidement et aussi violemment. Et en fait, voilà, il me le dit clairement. Il m'a dit, il faut apprendre de ses erreurs et là, il faut agir en conséquence. Donc, c'est un bébé ou la ménopause. Bien évidemment, il est hors de question pour mon compagnon et moi de faire un bébé par défaut. Donc, je prends l'option injection de ménopause artificielle, si on peut appeler ça une option. Plutôt une contrainte. Et donc, 2 jours après ma sortie d'hôpital, je me retrouve à devoir me faire piquer en ménopause artificielle. Donc, à ce moment-là, j'ai 25 ans. Et je dois vivre les symptômes d'une ménopause à mon âge. Et donc, la vie reprend. Je reprends le travail après quasiment 2 mois de convalescence. Et en fait, c'est là que je pense que tout se déchaîne, que ce soit dans mon corps ou dans ma vie, parce que passent les injections de ménopause artificielle. Au bout de 6 mois, on m'explique qu'on ne peut pas continuer ces injections, que c'est comme ça. Donc je retourne sous traitement hormonal, sauf que tout redégénère à ce moment-là. Et là, je pense que je signe une vraie descente aux enfers. C'est-à-dire que je quitte les montagnes russes et j'arrive en enfer. Et en fait, la fin d'année arrive et au travail, ma directrice se rend compte que je peux plus travailler. Ça recommence. Et donc, la fin d'année arrive et en fait, mes symptômes sont décuplés. Et c'est très compliqué pour moi de travailler, étant donné que je travaille dans le commerce. Donc, ma directrice fait appel à la médecine du travail dans un premier temps. On me suggère en parallèle de déposer un dossier auprès de la MDPH pour une reconnaissance de travailleur handicapé, avec éventuellement aussi une demande d'une carte... une CMI, une carte de mobilité réduite. Et en fait, je rencontre le médecin du travail qui ne connaît pas l'endométriose, qui me demande ce qu'est l'endométriose en fait. Donc je lui explique et je me dis qu'en fait là j'arrive dans quelque chose de complètement fou en fait. On est en 2024 et un médecin du travail me demande ce qu'est l'endométriose. Et très vite, il demande... Il prend le sujet très à cœur. Voilà, il prend le sujet à cœur et il demande à faire une étude de poste. Donc, c'est-à-dire qu'il se rend dans le magasin dans lequel je travaille, rencontre ma directrice et demande à me revoir très vite la semaine qui suit. Et donc, du coup, on est le 7 décembre. On est le 7 décembre 2023, très exactement. Et en fait, il m'explique que c'est terminé, que je dois rendre mes clés et que je ne peux plus retourner travailler parce que je suis inapte à mon poste de travail et que c'est terminé. Donc j'ai fait 1h30 de travail sur cette journée et en fait, je dois retourner à mon magasin quand même parce qu'il faut que j'explique déjà à mes collègues que je ne peux plus travailler. Il faut que je rende mes clés et que je récupère mes affaires. Et là, c'est un peu le monde qui s'écroule, quoi, parce qu'on se demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais devenir en fait ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et pourquoi le mot endométriose en fait
ruine ma vie, que ce soit de l'intérieur et maintenant de l'extérieur, en fait. Tu dis que ça t'attaque de l'intérieur et puis de l'extérieur. Et puis après tout ce cataclysme dans ta vie et cet énième cataclysme avec la perte forcée de ton travail et de ton activité, t'en as pas fini avec les opérations? Eh bien non, parce qu'en fait, parallèlement à tout ce qui se passe sur ma vie privée, professionnelle, eh bien, on m'enclenche une 3e opération parce qu'en fait, on me diagnostique une 2e récidive d'endométriose suite à une nouvelle IRM de contrôle. Et en plus de cette récidive d'endométriose, on me diagnostique des varices pelviennes qui, en fait, tout a pété à l'intérieur. Je me retrouve pour la 3e fois, du coup, face à elle, en fait, avec une 3e opération. Et cette fois-ci, à mon réveil, j'ai le chirurgien qui vient me voir tard le soir après sa journée de bloc et qui m'explique tout ce que je lui ai décrit en termes de symptômes, de douleur, et ben il l'a retrouvé à l'intérieur. Et qu'en plus de ça, maintenant, et ben je pourrais pas avoir d'enfant naturellement. Et donc, on commence à me parler de PMA. On rencontre un très grand professeur Greenberg, qui prend mon dossier en charge, qui nous explique le processus. Et en fait, je découvre très vite qu'on nous vend, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, qu'on nous vend la PMA comme une solution safe pour en cas d'infertilité. Parce que du coup, moi, c'est mon cas, donc j'ai une ALD pour l'endométriose et maintenant j'ai une ALD pour infertilité. Donc on se retrouve dans un processus de préservation embryonnaire. À ce jour, on n'a pas encore pris de décision parce qu'on nous demande de bien prendre la mesure, les risques que ça comporte. Et ils ont forcément insisté sur le fait qu'ils ne puissent garantir aucun résultat. Donc en fait, on nous explique qu'en fait... Que même les risques que tu prends, t'es pas sûr d'avoir... Exactement. Et là, la dernière échographie endovaginale en date que j'ai passée, je ne vois même plus mon ovaire gauche. En fait, l'endométriose, c'est vraiment accaparer mes organes, tout simplement. Vous êtes encore en période de réflexion tous les deux? Ouais, on a besoin de souffler parce qu'en fait, depuis la fin d'année, on enchaîne la perte de mon travail, la 2e récidive, la 3e opération, une nouvelle fois des injections de ménopause artificielle parce qu'on n'arrive pas à me stabiliser. Tu vois, hier soir, je me suis endormie avec encore des douleurs abominables qui descendaient dans les jambes. J'ai été obligée de prendre 2 cachets d'opium à 23h pour espérer pouvoir m'endormir et passer une nuit correcte. En fait, ça s'arrête pas. Je pense qu'elle ne me lâchera pas. Et jusque dans ma tombe, elle me suivra. C'est pas possible. Je voulais te faire parler de ton compte Instagram qu'on taguera et de ton cercle d'amis puissantes et qui t'ont encouragé à écrire et à partager. Mais je crois que ce que t'as dit est tellement intense que peut-être qu'on s'arrête là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Merci.